Centre-ville de Mulhouse, il est 2 h du matin. Stéphane et Hélène, policiers à la brigade canine, sont en patrouille. Soudain, des pompiers les interpellent au bord de la route. Ils viennent d'être victimes de jets de pierre. Dans un groupe, un t-shirt bleu ciel, il nous a caillassé. Là-haut? Avec tout un groupe qui est parti. Ils partent à pied là? 3-4 minutes. Tout un groupe là, on s'est arrêté. Un black t-shirt bleu ciel. Et lui il a caillassé, c'est sûr? Tu pourras le reconnaître? Les pompiers, la brigade canine les connaît bien. C'est elle qui protège les soldats du feu lorsqu'ils sont appelés en intervention dans un quartier sensible. Les mecs sont en train de courir Papin. Papin, il remonte vers... Quelques minutes plus tard, les policiers repèrent l'homme au t-shirt bleu ciel signalé par les pompiers. La poursuite s'engage. Le bleu ciel, il est là. Ça recule. Cette fumée à gauche, c'est du gaz lacrymogène. Stéphane a vidé sa bonbonne en marche, mais cela n'a pas suffi à arrêter les fuyards. Hélène se lance à leur poursuite. Ils sont où? Hélène est persuadée que les caillasseurs se sont retranchés chez ce particulier. Il est rentré là-dedans. Je sais pas. La brigade anticriminalité arrive en renfort. Il y a une cour par derrière? Elle est là. Dégage. Elle est où la cour? La porte s'ouvre. 2 des fuyards sont bien à l'intérieur, mais pas celui qui portait un t-shirt bleu. Moi j'ai dormi, hein. C'est où les autres? Je sais pas moi. Pourquoi elle est rentrée chez moi? Donne ta main. L'auteur principal des faits a réussi à s'enfuir. Mineur, ses 2 amis interpellés n'ont pas été clairement identifiés par les pompiers. Ils seront donc relâchés dans la soirée. Mais l'intervention des policiers les aura au moins empêchés de continuer leur caillassage. Ils veillent sur votre sécurité et votre bien-être. Ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour préserver la vôtre. Sans eux, vos petits coins de paradis deviendraient un enfer. Leur mission, votre protection. Ce sont les anges gardiens de votre quotidien. Mulhouse, capitale du Haut-Rhin. Comme toutes les grandes agglomérations, la ville a ses quartiers sensibles, où les flambées de violence sont aussi brutales qu'imprévisibles. C'est pas possible, quartier de merde! Putain de moi, ton œil! Pour veiller sur les 250 000 habitants de l'agglomération, 300 agents de la police nationale se relaient nuit et jour sur le terrain. Parmi eux, les équipes de police secours. Monsieur, parce que ça va solder que je vais ramener tout le monde au commissariat. Le vol est un délit, puni d'une peine d'emprisonnement de 3 ans. Mais aussi celle de la brigade anticriminalité. Je ferme ma gueule. Recule. Allez, man, recule. Tout à l'heure, ils ont caillassé parce qu'il y avait les gyros, ils ont... Ouais. Ou encore celle de la brigade canine. C'est bien loulou, allez. Enfin, pour veiller au respect de la loi sur la voie publique, il y a aussi les 60 agents de la police municipale. T'as mal quelque part? À la nuque, d'accord. Bah reste comme ça, hein, bouge pas. En voiture ou en VTT, leur maître mot, la proximité. Tout va bien? Oui. Pas de problème particulier? Impeccable, pourvu que ça dure. Vous allez plonger dans l'univers quotidien de ces anges gardiens de la sécurité publique. Ce bâtiment flambant neuf, c'est le commissariat de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Il est 10 h du matin. Pour l'instant, apparemment, la personne est au sol. Ils n'ont pas pu s'en approcher. Il y a du monde autour, mais pas hostile envers la personne. Hélène et Stéphane, maîtres chiens à la brigade canine, commencent à peine leur service lorsqu'ils sont appelés pour une première intervention. Par contre, il va falloir vraiment beaucoup de monde là, surtout là. Un vol de scooter a dégénéré dans l'un des quartiers chauds de la ville. Le voleur présumé s'est rebellé avant d'être blessé par un tir de flashball. Pour se venger, des voyous sont en train de caillasser des collègues de la brigade canine venus en renfort. Il n'y a pas une minute à perdre, mais pas question pour autant de partir sans les chiens, l'arme principale de cette unité spécialisée. Celui d'Hélène s'appelle Edek. C'est un berger allemand, une race sportive et un instinct de protection très développé. C'est son job. Edek, allez. Allez. Tu restes. Pour se rendre sur une intervention d'urgence, les policiers utilisent un gyrophare accompagné d'une sirène. Mais cela ne suffit pas toujours. Cette fois, Stéphane a frôlé l'accident.
Eh bien, Charles, elle a bien fait de poser aujourd'hui. Arrivé sur place, la situation paraît calme. Inutile de sortir les chiens. Mais l'état de la voiture de leurs collègues témoigne de la violence de l'agression qu'ils viennent de subir. Hélène est soulagée, Anis, son collègue, est sain et sauf. Ça va, l'école? Ça va. Je baissais pas la tête, je prenais le pavé en pleine tête. C'est vrai? Bah, regarde la petite tête, regarde la petite. Regarde ma tête. Mais il veut lui montrer quelque chose. C'est l'impact du... Et voilà la pierre, elle est là. La trace de la pierre prouve qu'Anis l'a échappé belle. S'il n'avait pas baissé la tête, il l'aurait prise en pleine figure. C'est pour ça qu'il a enfilé son casque de protection juste après l'agression. Et si la canine se trouvait là, c'est pour protéger les pompiers qui intervenaient sur une personne blessée. En fait, nous on arrive sur place, on nous annonce un individu qui est au sol, qui a été touché par balle. Donc on se porte à la hauteur des jeunes. Et une fois qu'on arrive à la hauteur des jeunes, ils nous annoncent qu'en fait il s'agissait d'un tir police ou de flashball. En fait, la victime est le voleur de scooter qui s'est rebellé pendant son interpellation par la BAC. La scène a provoqué une émeute. C'est à ce moment-là que le voleur a été atteint par un flashball. Les pompiers ont alors été appelés pour le prendre en charge, protégé par la canine qui s'est à son tour fait caillasser. J'ai besoin de savoir, il y a des mecs qui sont identifiés, des véhicules, Oui, on en a. quelque chose. On en a. Personne qui nous touche, il est en train de mourir, ce pays. Une demi-heure après les faits, la tension est toujours très vive dans le quartier. Bon, en fait, ils le prennent et on s'arrache et c'est fini, c'est ça? Les policiers vont maintenant escorter la victime jusqu'aux urgences où elle doit être soignée. Mais sur place, un comité d'accueil les attend déjà. Il semblerait qu'il y ait des collègues en difficulté là-bas, des problèmes avec la famille de l'individu qu'on doit interpeller. Effectivement, aux urgences, le ton monte entre la famille du jeune arrêté et les policiers qui l'ont blessé avec leur flashball. J'ai pris quoi? C'est normal que ton collègue prenne 15 pavés dans la 15 pavés, moi, monsieur. Lui, il lui a mis 15 pavés. Pas lui, forcément. Lui, c'était un peu plus nombreux. Et son groupe de copains. Voilà. Ou l'environnement, il le sait très bien. Cette femme, c'est la mère de l'interpellé. Elle ne croit pas à la version des policiers. Bah, de toute façon, quand j'ai dit, je vais leur dire, vous savez, c'est votre parole contre un flic. Hein. Voilà ce qu'on m'a dit. C'est pas le problème. Bah, si, c'est ce qu'on m'a dit. Si, c'est ce qu'on m'a dit. Le problème, c'est ce qu'on m'a dit. Le problème, c'est qu'il y a des délinquants et en fait, il y a des policiers. Ils servent à rien. Monsieur, Mais s'il était délinquant, il serait délinquant depuis le départ, pas à cet âge-là. Les parents refusent de croire que leur fils ait pu voler un scooter. Selon eux, il n'a pas jeté de pierre non plus. Ils accusent donc la BAC de l'avoir attaqué gratuitement. Des cailloux, madame, est-ce qu'on vous a craché dessus déjà? Pardon, individuellement, est-ce qu'on vous a craché dessus? Vous restez de votre côté, on reste d'une autre. Voilà. Le calme finit par revenir, mais la sortie imminente de l'interpellé risque de remettre le feu aux poudres. Alors pour éviter un nouvel esclandre avec la famille, les policiers vont l'exfiltrer discrètement. Pour l'instant, l'hôpital a fermé tous les accès, box sécurisées, choses comme ça. Et Moi, s'ils ont pas une autre sortie, ils se mettent sur l'arrière, derrière les ambulances. La brigade canine fait diversion. Pendant ce temps, l'interpellé est emmené au commissariat. À ce moment-là, les policiers sont loin d'imaginer que la situation va s'envenimer dans les heures qui suivent. Mais en attendant, la police nationale de Mulhouse doit faire face à une toute autre affaire. Bonjour, sortie BAC Charlie, 3 fonctionnaires. BAC Charlie, c'est le nom de code de l'unité de Gilles. BAC pour Brigade Anticriminalité. Cette équipe est spécialisée dans l'intervention en milieu sensible. Son lot quotidien, l'arrestation de voleurs, de dealers et de cambrioleurs. Donc on n'a pas vraiment de direction de fuite. Mais aujourd'hui, Gilles et son équipe sont appelés pour une affaire particulièrement grave, un enlèvement de mineurs. Il est parti par où? Ils sont là-bas. Cette femme qui monte dans la voiture de police secours, c'est la mère de la jeune fille qui aurait été enlevée. Ils sont là à droite. Ouais, dans le 406, c'est les gars. Grâce à ces indications, la voiture du kidnappeur est vite interceptée. Charlie, tu prends. Le jeune conducteur est immédiatement menotté, mais contre toute attente, sa supposée victime devient hystérique et s'en prend violemment à sa mère. On est dans la voiture tranquille et une fois que vous serez calmés, on discute, d'accord? D'accord? La situation est confuse. Aurélien tente d'en savoir plus auprès du prétendu kidnappeur.
D'accord, mais tu t'es pris la tête avec la mère aujourd'hui? Non, il n'y a rien eu. Démo, En fait, une la dispute? mère, elle n'est pas d'accord. Et moi, je parle pas avec la mère, en fait. Et la mère, justement, c'est ça le problème. D'après lui, la jeune fille serait consentante. C'est la mère qui n'accepterait pas cette relation à cause des origines du jeune homme. C'est les Turcs qui veulent nous faire du mal, ils veulent surtout faire... Cette fille, elle a entendu cette jeune femme. D'accord. Elle était là. Donc elle voudrait être avec lui, mais vous voulez absolument pas, c'est ça? C'est pas ça. Ouais. C'est plus, il y a une... La mère de la jeune fille a-t-elle menti en parlant de kidnapping? Impossible de le savoir pour le moment. Visiblement éprouvée, elle demande à se reposer. D'accord, mais là elle est montée de son plein gré dans la... D'accord. Venez vous asseoir. Calmez-vous. Attends, arrête. Prends-la, mets-la dedans, s'il te plaît. Bah apparemment c'est une histoire de couple, de jeunes, et puis la maman s'y oppose, donc elle nous a dit qu'elle a été enlevée, mais apparemment on va essayer de décanter tout ça, ce serait peut-être pas la bonne version, donc on va voir. Furieuse contre sa mère, la jeune fille se débat si violemment qu'elle risque de se blesser. Du coup, les policiers préfèrent la menotter pour l'obliger à se calmer. Aurélien finit par rapprocher son petit ami afin qu'il puisse la raisonner. Mais il est toujours menotté, car pour le moment, rien ne prouve qu'il n'y a pas eu tentative d'enlèvement. On va juste décompter pour voir ce qui s'est passé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Claude à la route. Arrête de crier. Calme-toi. Oui, je sais. C'est mon frère, c'est Exténuée, l'adolescente fait un malaise. Non, on va avoir un âge, on Et t'appelle reviens, tu restes là. Et N'importe, humide. voilà. Il faut qu'on la mette la figure. Regarde-moi. Regarde-moi. Ton copain, il va bien. D'accord? Pourquoi elle a fait ça? Je ne sais pas. Si la BAC est présente sur ce type d'intervention, c'est pour tenir les témoins à distance. Ça peut dégénérer avec prendre des proportions. On est obligé de se dégager et de quitter les lieux, donc comme en maintien de l'ordre. Donc c'est vraiment des choses qui sont sensibles et qui nous posent des problèmes parfois quand ça se passe dans des quartiers difficiles. Pour finir, la jeune fille est emmenée par police secours, tandis que son petit ami est pris en charge par la BAC. De retour au commissariat, le jeune homme peut être démenotté. Il y a l'officier qui veut vous voir pour que vous lui racontiez un petit peu ce qui se passe avec votre maman. Tu vas pouvoir lui raconter, que ce qu'elle a fait ta mère, c'était pas vrai. Ok. C'est pour qu'on sache au niveau des mensonges. Allez. Donc là, on va laisser les officiers de police judiciaire faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils décantent l'affaire. Ils vont gérer, ils vont voir s'il y a des poursuites à entreprendre ou pas. Et puis nous, on va faire un procès verbal en disant ce qu'on a fait. Ma mère nous a exprès appelé, quoi. Et la mère, elle vous dit pourquoi j'ai enlevé sa fille. Bah oui, elle s'est servie. En fait, elle s'est un peu servie de nous, quoi. Elle nous a manipulés. Ah, j'aurais pris la fille, je serais pas. Non, mais nous, on n'a aucun doute sur vos intentions. On vous explique dans quel contexte vous avez été accueillis par les forces de l'ordre. D'accord? Mais on n'a aucun doute sur votre bonne foi. L'innocence du prétendu kidnappeur se confirme. Les deux amoureux devraient être relâchés bientôt. Je serais pas auditionné, rien alors. Non, il n'y a aucune raison. On fait juste la paperasserie et puis on voilà, il n'y a relâche. aucune raison qu'on vous auditionne. Vous n'avez pas commis d'infraction. Mais avant, la jeune fille sera entendue sur le faux appel de sa mère. Voilà. Non, ça arrive souvent, ces cas de figure où les appels sont différents de ce qui se Oui, passe en terrain. trop souvent. On a souvent une réelle différence entre la nature de l'appel et les faits constatés par les agents qui interviennent. Ça arrive trop souvent, ce qui fait que ça entraîne une débauche de moyens, d'énergie, de temps, et donc forcément de l'argent du contribuable qui est mal utilisé. J'ai 4 équipages de police qui sont focalisés sur cette affaire et qui forcément délaissent les autres interventions. De façon provisoire, mais bon, c'est une grosse débauche d'énergie pour pas grand-chose. Pour nos Roméo et Juliette mulhousiens, les choses finiront bien. La mère sera convoquée au commissariat pour s'expliquer sur son mensonge. Des appels d'urgence qui n'en sont pas vraiment, la police nationale de Mulhouse en reçoit des dizaines par jour. Et ces appels au 17, c'est ici qu'ils arrivent. Ce lieu ultra sécurisé, c'est le centre d'information et de commandement du Haut-Rhin. C'est depuis cette pièce que sont lancées toutes les actions de police du département. Oui, bonjour, je suis bien au commissariat de Mulhouse. Sur police secours, oui madame. Ce QG ultra moderne traite plus de 300 appels par jour.
Le 17 est un numéro d'appel d'urgence, donc c'est un numéro qu'on doit composer uniquement en cas d'urgence. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas malheureusement, ce qui explique la différence entre le nombre d'appels et d'interventions, hein, parce que sur 300 appels jour, ça correspond à environ 45 interventions engagées. Je vais vous donner un autre numéro de téléphone et vous allez me contacter à ce numéro-là. Pour mieux évaluer chaque situation, les opérateurs peuvent s'appuyer sur 88 caméras de vidéosurveillance réparties dans toute la ville. Vous partez d'ici une heure. Si on nous signale par exemple une bagarre à l'angle de 2 rues, on peut tout de suite voir, vérifier avec cette caméra si effectivement il y a une bagarre, combien il y a de protagonistes, et ça nous permet de calibrer les effectifs à engager sur place. Oui, police secours, j'écoute. Exemple, quelques minutes plus tard. Oui, je vous écoute, dites-moi. Une rixe? C'est 68 de TV, Alpha. Au centre-ville, place de la Réunion. Combien de personnes? Est-ce que vous pourriez nous mettre les vidéos place de la Réunion, s'il vous plaît? Très vite, la vidéosurveillance confirme l'information. Effectivement, une bagarre vient d'éclater sur la place principale de la ville. Au moins 12 personnes sont impliquées. Un homme est au sol. L'un des agresseurs vient de prendre la fuite. TV 100 Alpha et VTT 110, vous allez vous rendre au centre-ville pour une rixe. Environ une quinzaine de personnes sur place. C'est reçu? Oui, c'est reçu, on s'y rend en place de la Réunion pour une rixe. Intervenir rapidement en centre-ville, c'est la spécialité de la brigade VTT de la police municipale. Moins d'1 minute après l'appel d'urgence, Cécile et ses collègues sont sur place. L'équipe de police secours est arrivée quelques secondes plus tôt. Il y a 2 victimes. Les agresseurs, eux, se sont enfuis. Ils seront très difficiles à identifier car la caméra qui les a filmés était trop loin de la bagarre. Et les victimes n'ont manifestement pas envie d'en dire trop. Ils étaient habillés comment? Ils étaient habillés comme nous, monsieur. Comment on s'habille aujourd'hui, de nos jours? Jogging, je sais pas, basket, jean. Les 2 individus ont été attaqués a priori par derrière et ils ne veulent pas déposer plainte. Hein. Donc on pense que c'est une histoire, ils se connaissent ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ça va être sans doute sans suite, ils vont être transportés par les SP, soignés et ça s'arrêtera là. Donc il a une cicatrice d'à peu près 3-4 points de suture. Cécile note malgré tout les noms des victimes, même si les agresseurs ne seront sans doute jamais identifiés. En arrivant rapidement sur les lieux, l'unité VTT a probablement évité aux 2 victimes des blessures encore plus graves. Non, mais il n'y a pas de dépôt de plainte. Il n'y a rien, ils se connaissent. Concernant la place de la Réunion, on va quitter les lieux. Hein. C'est sans suite pour nous, la police nationale gère et les 2 victimes sont en train de se faire soigner par les SP. Donc on quitte les lieux. La brigade VTT, c'est la police municipale version sport. En moyenne, Cécile et son équipe font près de 35 km par jour à vélo. Alors forcément à Mulhouse, on les connaît bien. Ça va bien? Donc là, en fait, on est sur le secteur de la zone piétonne. Patrouille de sécurisation, prise de contact avec les commerçants. Ça va bien? Prendre contact, c'est avant tout rassurer. Pour la brigade VTT, le dialogue avec les habitants et les commerçants représente 80% du travail quotidien. Bonjour. Tout va bien? Oui? Pas de problème particulier? Impeccable, pourvu que ça dure. Au revoir, bonne journée. Il y a les commerçants qui ont pignon sur rue et il y a les autres. Bonjour monsieur, venez, on se met là. Vous me montrez ce que... Ouais, c'est des cartes postales, je fais la manche avec. Cet homme vend des cartes postales à la sauvette. Mais la pratique d'une activité commerciale sans autorisation est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. En France, cette activité représente un manque à gagner de 6 milliards d'euros par an pour les commerçants. Vous proposez ça aux gens, y compris une petite pièce? Ouais, voilà. Je vais avoir un PV, je crois, non? Non. Non? Je vais avoir quoi? On va vous expliquer. Ah, ok. Alors le souci, c'est que vous pouvez pas... Vous allez pas me les confisquer, j'espère? Non. Non, c'est cool. Vous pouvez pas en fait demander... Pas, ouais, c'est interdit, il y a un arrêté préfectoral ici. Voilà, c'est ça. Bah ouais, c'est absolument. ça. Vous êtes bien au courant? Ben, ça fait 10 ans que je colle pas dans la rue, madame. D'accord. Bah ouais. Ils ont investi la police là dans ça? Ouais.
putain. Et on est toute la journée dessus. Hein. Bah ouais, bah, franchement bien les vélos. La selle et tout, franchement bien. Ok. Ouais, bah je vais me casser alors. Non, soyez... Ouais. Sachant qu'il ne sera pas verbalisé pour sa vente de cartes postales à la sauvette, l'homme prend l'intervention de Cécile avec beaucoup de décontraction. Vous êtes considéré comme un commerçant là. Si vous commencez en fait à demander de l'argent pour les cartes postales, vous êtes considéré comme un commerçant, donc c'est pas possible. Ok. Ouais. Ou alors, faut demander une autorisation. Ouais. Vous savez comment, si ça fait 10 ans que vous savez comment ça fonctionne, quoi. Ça marche? Ouais, ça va. Ok. Allez, bonne journée. Allez, bonne journée. au revoir, monsieur. Ouais, au revoir, monsieur. On préfère régler ce genre de choses par le dialogue plutôt que d'un côté répressif. Ou maintenant, si on doit faire du répressif, on fera du répressif. Mais c'est vrai que nous, on est vraiment des unités de proximité, quoi. Au commissariat de Mulhouse, Stéphane et Hélène, les deux coéquipiers de la brigade canine, sont de garde lorsque le PC les appelle. Bah tiens. La famille a dû avertir qu'il avait été interpellé, il est en garde à vue. Hélène est persuadée que c'est l'interpellation de ce matin qui est à l'origine de ces feux de poubelle. Manifestement, la tension monte dans les quartiers chauds. Le feu de poubelle, pour info, a été allumé par un individu à vélo, habillé tout de noir, avec une capuche. Précision également, poubelle allumée avec un cocktail Molotov. Magnifique. Des cocktails Molotov, c'est très mauvais signe. La situation pourrait dégénérer dans la nuit. Hélène et Stéphane partent aussitôt sur les lieux avec leurs chiens. Leur mission, protéger les pompiers chargés d'éteindre les feux de poubelle. Toutes les unités de police mobilisées se réunissent à environ 500 mètres des feux de poubelle. La BAC est déjà prête à intervenir avec ses flashballs, preuve que la situation est déjà très tendue. Les caméras de vidéosurveillance ont révélé plusieurs attroupements suspects. Oui, BAC 100 Alpha et UCL 100 Alpha, vous allez vous rendre rapidement du côté de la rue de Bordeaux. La vidéosurveillance de la ville nous envoie des images. Pour l'instant, 20 à 30 individus, hein, ça arrive de tous les côtés. Ils sont tous visages masqués avec des cocktails Molotov. Ils sont en train de pousser un caddie qui contient des projectiles, hein, visiblement des pavés. Hein, donc vous vous rassemblez avant d'intervenir à l'entrée de la rue de Bordeaux. Hein, je vous envoie du renfort. Sans blague. Un caddie rempli de pavés. L'affrontement semble inévitable. Pour Hélène et Stéphane, une attente stressante commence. Mais elle ne va pas durer bien longtemps. On va pas tarder à enflammer les poubelles. TV 710 Bravo, vous allez vous rendre en renfort de BAC 100 Alpha et du CL 100 Alpha à rue de Bordeaux. Hein. Les individus à la vidéo sont en train de jeter des pavés sur un abri tram. Hein. Ils sont en train de dégrader les vitres de l'arrêt tram rue de Bordeaux. Ces premières destructions volontaires, c'est le signal. La colère provoquée par l'interpellation de ce matin tourne à l'émeute dans le quartier du Jeune, placé en garde à vue. Une première équipe de police décide d'intervenir, mais son véhicule est immédiatement pris à partie. Il vient de se faire caillasser par une bande de jeunes du haut de la rue de Kingerstein. Plusieurs jets de pierre, le pare-brise et les vitres de brisées. Pas de blessés. Pas de blessés, mais la police doit reculer. Les voyous cherchent maintenant à bloquer la circulation du quartier en mettant le feu à ces bennes métalliques. Sur le terrain, les policiers sont persuadés que cette escalade va les obliger à intervenir. Mais contre toute attente, le PC leur ordonne exactement le contraire. Vous évitez totalement le secteur de Bourse-Villers. Je réitère, vous évitez totalement le secteur de Bourse-Villers. Barricade en feu et mouvement de foule. Dans les voitures d'intervention, c'est l'incompréhension. Ça m'énerve et c'est très frustrant aussi, c'est-à-dire les laisser faire et c'est la porte ouverte à beaucoup d'autres choses après. Ils se sentent forts, ils font ça en toute impunité et puis ils se sentent intouchables. Donc là ce soir c'est des poubelles, c'est un quartier qui brûle, demain ce sera des insultes et des crachats parce qu'ils sont intouchables. Voilà, donc c'est un petit peu de colère. Après on nous respecte plus.
Les jeunes, là, pour eux, c'est une victoire ce soir, il n'y a pas de police. Et demain, on sera plus respecté. Donc si là, on serait tous venus, on aurait mis pied à terre, on aurait récupéré le secteur, éteint les poubelles, bah, ils auraient vu que c'est pas eux qui gagnent. Que la rue reste à l'état. Et que les gens qui travaillent, les gens qui payent leurs impôts, les gens qui, eux, pensaient passer une soirée tranquille, eux voient les jeunes faire ça et que la police n'intervient pas. Donc après, on peut comprendre justement qu'ils sont en colère après nous, qu'ils pensent qu'on n'intervient pas, qu'on a peur et qu'on n'est pas là pour les protéger, alors qu'à la base, c'est quand même notre boulot. Donc tout ça, c'est à long terme, effectivement, c'est déjà qu'on n'est pas vraiment aimé, on n'a pas vraiment une bonne image, mais à long terme, ça nous dessert, c'est sûr. Ce qu'Hélène et Stéphane ne mesurent pas, c'est que le PC dispose de bien plus d'informations qu'eux pour prendre ses décisions. Or, à cette heure-là, ils considèrent que la tension peut encore retomber d'elle-même. Une intervention prématurée pourrait tout gâcher. Les policiers et les pompiers doivent donc rester en alerte aux abords du quartier. Mais généralement, on se fait dégoupiller là. J'attends juste que le patron me rappelle et puis je vous tiens au courant. Au cas où, les renforts de CRS continuent d'arriver sur les lieux. Et quelques minutes plus tard, une nouvelle information tombe. Des individus cagoulés ont incendié le collège du quartier. Cette fois, toutes les équipes disponibles reçoivent l'ordre d'intervenir immédiatement. Apparemment un collège qui est en train d'être mis à sac par les individus. Solidement équipés et armés, les hommes de la BAC doivent escorter les pompiers jusqu'au collège en flammes. Des casseurs ont lancé un cocktail Molotov au rez-de-chaussée de l'établissement. Les flammes menacent de s'étendre aux étages supérieurs. Et ce n'est malheureusement pas fini. À 50 mètres de là, c'est une voiture retournée qui flambe. On attend un responsable, en fait, faire en sorte de sécuriser les lieux et comme tout à l'heure, on sera en attente. Concernant l'incendie là-bas, les feux de poubelle, pour l'instant, il n'y a pas de danger immédiat, donc on attend. Le truc, c'est qu'à un moment, il va falloir débloquer la situation. On ne peut pas rester ici à garder le collège, on ne peut pas les laisser toute la nuit à brûler ce qu'ils veulent là-haut. Mais une fois de plus, l'ordre d'intervenir ne vient pas. Pourtant, la situation est loin de se calmer. Un hélicoptère est même dépêché sur place afin de disperser les émeutiers. L'hélicoptère a pu voir une forte lumière, une belle caméra aussi. Donc c'est un soutien vraiment pas négligeable. Lui voit ce que nous, on ne peut pas voir. Depuis la vue de l'hélico, pas de regroupement, si c'était donc des femmes avec des enfants, mais rien de spécial pour l'instant. Finalement, il faudra attendre 2h30 du matin pour que les tensions s'apaisent. Et lorsqu'ils pénétreront enfin jusqu'au cœur du quartier, les policiers ne pourront que constater les dégâts. Même s'il n'y aura pas eu d'affrontement, les dommages de cette nuit d'émeute s'élèveront à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le prix à payer pour éviter que la cité ne s'enflamme totalement. Mais il faudra attendre encore plusieurs nuits avant que le calme ne revienne définitivement. Dès le lendemain matin, les missions quotidiennes reprennent comme si de rien n'était. Charles et Aurélien sont gardiens de la paix au sein de ce qu'on appelle l'unité police-secours. C'est la base du métier de policier. Un père de famille accuse son ex-femme de l'empêcher de voir son fils. C'est une accusation très grave. Les deux policiers se rendent donc sur place pour vérifier l'information. Vous avez appelé là? Non du tout. Non. C'est une voisine que vous avez à côté. Bonjour. Bonjour. Ah bah si. Les policiers pensaient tomber sur le père qui a appelé police secours. Mais en réalité, ce domicile est celui de son ex-femme
et de son nouveau compagnon. La situation s'annonce plus compliquée que prévu. Mon ex-compagnon? Ouais. Non, pas du tout. Apparemment, demande-moi. Apparemment, la version de cette dame n'a rien à voir avec celle de son ex-compagnon. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu le chercher? Ouais, parce qu'en fait, on a un mode de garde où il doit le chercher à l'école. Donc moi, je peux pas l'empêcher de venir chercher l'enfant. Il y a eu un jugement? Oui, il y a eu un jugement. Ouais. Et donc ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu chercher le petit. Donc au début, j'allais au commissariat pour le signaler. Puis à un moment donné, j'ai laissé tomber. J'allais chercher mon fils tous les vendredis à la sortie de l'école. Un père qui accuse son ex-femme de soustraction d'enfants, une mère qui dément. Ce type de différends familiaux représente plus de 70% des missions de police-secours. Mamour, viens. Mamour. T'inquiète pas, Mamour, ça va aller bien. C'est pas grave. Salut bonhomme. Ça va, Mika? Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que vous faites? On était venu voir s'il n'y avait pas un souci. Je croyais que votre flingue, il était ici. Ah non, ça dépend, hein. Il y a des gauchers et des droitiers, ça dépend. Ah bah il est là. Bonjour. Charles, tu vas voir monsieur? Au bout d'un quart d'heure, le plaignant arrive enfin. Aurélien et Charles tentent de le convaincre de trouver rapidement un accord avec son ex-compagne, dans l'intérêt de l'enfant. Après, nous, elle nous a dit qu'elle était prête à discuter avec vous et tout ça. Non, parce donc, que la dernière fois que j'ai discuté avec elle, on s'est retrouvés au tribunal. Est-ce que tu veux prendre ton fils? Donc voilà. C'est ce que je veux dire. Donc ça, tout ça, c'est du cinéma. Est-ce que tu veux prendre ton fils? Malgré leur bonne volonté, Aurélien et Charles ne peuvent rien faire. Les parents se déchirent devant leur fils. Les 2 premières dents, t'étais même pas là. C'est pas la peine de il a eu ses 7 ans le 30 mai. C'est pas la peine de montrer ça à votre fils, d'accord? Aurélien et Charles sont là depuis maintenant plus d'une demi-heure. Tous les voisins sont au courant de ce qui se passe et la mère voudrait bien que les policiers repartent le plus vite possible. Mais Aurélien ne veut pas laisser la situation en l'état. On ne peut pas se permettre de ne pas intervenir, d'accord? Il peut se passer quelque chose de grave sur place, ça peut partir en bagarre entre les parents. On ne sait pas ce qui peut se passer, d'accord? Heureusement, à force de patience, Aurélien finit par raisonner le papa qui accepte de quitter les lieux. Et surtout que... Viens. Et surtout que... Parce que là, à ce temps-ci, c'est votre gamin qui souffre, d'accord? Mais pas de souci. Non, mais je vous le dis, parce que c'est pas la peine d'envenimer les choses. La dernière fois que je suis venu, je me suis fait agresser. Non, mais je vous le dis, d'accord? Ça va même? Hein? Tu me fais un bisou? On peut vous laisser? Ouais, je vais hein? Vous partez à la suite? Non, je pars tout de suite là. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de... Ah, tu pars tout de suite? Ouais, mais je reviendrai te chercher, d'accord? Promis. Hein? Bisous. Je t'aime. Au revoir, papa. Salut bébé. Là, on a fait du social. Il n'y avait pas spécialement de tension, hein, sachant que des fois, il y a des différends qui sont plus virulents que ça. Aurélien ne croit pas si bien dire, car dans la foulée de cette intervention, Charles et lui sont appelés sur une autre affaire du même type. Mais cette fois, le plaignant se trouve sur le parking d'un supermarché. Il accuse sa femme de laisser traîner leur fils dans la grande surface, au lieu de le garder chez elle. Le magasin permet d'avoir l'enfant... Non, mais justement l'enfant, il n'a rien à faire ici. En fait, le petit garçon est gardé par sa grande sœur qui vend des pâtisseries dans le magasin. Le père de l'enfant trouve cette situation inadmissible et lorsque la maman se présente à son tour, la dispute éclate devant tout le monde. T'inquiète pas pour le petit. T'inquiète pas pour le petit. Tu restes tranquille. Pour le petit, tu restes tranquille. Je laisse pas le petit traîner. Je veux pas vous entendre dans la crier. rue. Si tu veux traîner, t'as qu'à traîner. Parce que laisse pas le petit sur la rue. Une fois de plus, les parents se déchirent devant leur enfant. Aurélien est obligé de se fâcher. T'as compris? Monsieur. Ouais, ça Monsieur. Mais il a rien à faire sur un lieu de travail. Monsieur. Oui. Vous m'écoutez ou pas? Oui, je vous écoute. Parce que ça va solder que je vais ramener tout le monde au commissariat. Oui, mais on y va. La menace suffit à calmer les esprits. Mais Aurélien ne veut pas en rester là. Il veut rappeler ses devoirs à la maman, dans l'intérêt de sa famille. Vous comprenez bien que la direction du magasin, s'ils veulent embêter votre fille par rapport à un enfant, je veux dire, moi, je me trimballe pas avec mes enfants dans la voiture de police. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, ça peut être gênant. Le patron, s'il a des remarques à faire à votre fille, je pense que c'est pas intéressant. Il y a des problèmes pour trouver du boulot. Ce serait pas le moment qu'elle se fasse licencier parce qu'elle vient avec son petit frère. Monsieur, je vous ai demandé de parler ou pas? Est-ce que je vous ai demandé de parler ou pas? Ouais, c'est bon. Allez hop, vous partez parce que là, j'y arriverai pas à terminer la conversation. Heureusement pour les policiers, veiller sur la sécurité des populations ne se réduit pas à gérer des scènes de ménage plus ou moins tendues. À Mulhouse, l'autre service de police qui veille sur la cité, c'est la municipale. Luc est chef de patrouille au roulement. Sa mission, faire respecter la loi, notamment sur la voie publique.
Voilà, donc prise de patrouille, on a notre véhicule. À la municipale, il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre prévention et répression pour faire respecter la loi. Dans la voiture devant lui, Luc a aperçu un enfant sur les genoux de sa mère, à l'arrière. Il n'est donc pas correctement attaché. Vous avez la carte grise, s'il vous plaît? Et surprise, finalement l'équipe découvre 3 enfants sans ceinture. Aucun n'a de réhausseur. Donc là, vous n'allez pas pouvoir continuer à rouler avec 3 enfants non attachés à l'arrière, hein, monsieur. Vous allez être verbalisé donc, pour l'enfant que la dame derrière avait sur les genoux. Rouler ainsi est extrêmement dangereux. Le conducteur risque une très grosse amende. Madame, elle devrait être devant avec vous et les 3 enfants devraient être derrière. Le père de famille écope finalement de 90 € d'amende. C'est autant que pour un téléphone portable au volant. Tous les véhicules, c'est pareil. S'il y a 3 ceintures, il y a 3 personnes derrière. On a verbalisé pour un enfant. Si on verbalise les 4, enfin les 3 enfants plus la dame, ça fait 4 fois 90 €. 360 €, monsieur. Oui, parce que la dame n'avait pas non plus la ceinture. Si les policiers se montrent cléments, c'est parce qu'ils espèrent que le conducteur a compris. En attendant, puisqu'il n'a pas de réhausseur, la maman et ses enfants doivent rentrer à pied. Un bon policier en roulement doit aussi avoir un sens de l'observation très aiguisé. Là, on a 2 individus là, qui fouillent un sac. Là. À 50 mètres de là, Luc et ses collègues ont remarqué 2 hommes au comportement suspect. En plus, on dirait qu'il fait le gueux. La scène ressemble étrangement à un vol de sac à dos. Il y en a un qui passe là et l'autre là-bas. Arrête, stop. On voit pas. Bonjour messieurs. Ça va? Bah rien. Il cherchait ses clés là. Ouais, j'ai pas mis mes clés. J'avais les clés de la maison et je les avais là dans la poche, je les ai perdues. Oui, c'est mon sac. L'homme prétend avoir perdu ses clés au fond de son sac. Il tend volontairement sa carte d'identité et semble de bonne foi. C'est donc une fausse alerte. Très bien, messieurs. Le zèle des policiers peut paraître exagéré, mais leur mission consiste précisément à vérifier que les situations apparemment les plus anodines ne cachent pas autre chose. Une des armes principales du policier municipal, c'est d'être toujours attentif à son environnement. Ça peut être quelqu'un sur un toit, donc ça peut très bien être le propriétaire de la maison qui répare une tuile, ou ça peut être un cambrioleur, hein, ce qui est déjà arrivé. Donc il faut vraiment être très attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Toujours attentif, Luc vient justement de repérer que le conducteur du véhicule qui le précède n'a pas de ceinture. Et sa plaque est allemande. Or, dans les zones frontalières comme Mulhouse, de nombreux Français achètent leur voiture à l'étranger, puis roulent sans assurance. C'est ce que vont tenter de vérifier les policiers. Bonjour monsieur, vous parlez français? Dutch? Ja. Nehmen Sie diese Richtung. Erste rote Licht. Rechts und Sie parken bitte. Cette fois, il ne s'agit pas d'un Français, mais bien d'un Allemand. La suspicion de défaut d'assurance tombe, mais Luc va tout de même le verbaliser pour le défaut de ceinture. Werkstatt Polizei Mühlhausen. Papier der Wagen und Führerschein bitte. Mein Kollege geht die Papiere prüfen. Okay, kein Problem. Ja, okay. En zone frontalière, l'autre infraction la plus fréquente, c'est le trafic de faux papiers. Ça, c'est la mission de Christophe. Donc à première vue, au niveau de l'impression, ça me paraît très bon. Effectivement, à l'œil nu, le liseré semble indiquer qu'il s'agit d'un vrai permis. Mais ce n'est pas encore garanti. Sur ce type de document, par exemple, il y a une sécurité qui va apparaître. La sécurité sera au recto et au verso. Et c'est-à-dire qu'il y a une encre spéciale qui réagit aux ultraviolets. Impossible de dévoiler ces fameuses sécurités devant notre caméra. Mais après vérification, elles figurent bien sur ce permis. Donc le passeport, pareil. Aucun problème pour moi au niveau de l'impression, au niveau du papier. Chaque papier a un grammage différent, donc grâce à ça, on le sent. Tout est en règle, mais le conducteur doit tout de même s'acquitter d'une amende pour le défaut de ceinture. Et puisqu'il est étranger,
il doit la payer immédiatement en liquide. 90 €. Et ce sont de vrais billets. Für Sie. Also nächstes Mal. Alles in Ordnung. Kein Problem, Okay. Allez gros, va jouer. Elek, va jouer. Il est 21 h. La nuit tombe sur Mulhouse. Pour Hélène et Stéphane, c'est l'heure de la pause avec leurs chiens Edek et Smack. Smack au pied. Un moment très apprécié des bergers allemands qui passent le plus clair de leur temps enfermés dans leur caisse, à l'arrière de la voiture. La première fois qu'il m'a vu, il a essayé de me frapper. Il a fallu que je gagne sa confiance et ça s'est pas fait tout de suite. Disons que dans les 3 mois, c'était un peu long. On ne peut pas s'empêcher de s'attacher à eux. Et il faut créer un binôme, donc il faut quand même que ce soit assez fusionnel. Maintenant, ça reste des chiens de travail. On va essayer de se le mettre en tête. Sinon, on aurait tendance à trop s'attacher, à ne pas l'envoyer sur si une situation est un peu plus dangereuse, une personne armée, ça peut être un couteau, ça peut être une arme à feu. Si on s'y attache vraiment de trop, on pourrait hésiter ou pas l'envoyer du tout, pas s'en servir. Alors ce serait pas bien faire notre travail. Et voilà. Ça fait pas mal au cœur de les enfermer comme ça? Non. Non, ça fait partie du travail. Et c'est pour ça qu'on les détend assez souvent. Ils ont besoin de sortir, des fois ils sont aussi tendus que nous, si c'est pas plus, ils ont encore plus chaud. Donc, mais non, ça fait partie du travail. Si, bien sûr. Dans un instant, vous verrez que comme dans tous les quartiers sensibles de France, la bêtise des casseurs met parfois les nerfs des habitants de Mulhouse à rude épreuve. Putain de moi, tu en as vieux, ce soir. Mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas, putain de... Vous verrez aussi comment sont utilisés les chiens de la brigade canine pour gérer ce type de situation particulièrement tendue. Enfin, vous découvrirez le quotidien d'une équipe de la BAC entre cambriolage et outrage aux forces de l'ordre. Ferme ma gueule, moi. Je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Recule. Allez, man. Recule. Il est 22 h 30. 3 jours après le début d'émeutes dans un quartier sensible de Mulhouse, la tension reste vive. Tu passes pas. La voiture qui brûle. Ouais, bah j'ai vu. C'est L68, c'est le 100 Alpha. Charlie. Alors qu'elle patrouillait, la brigade canine a repéré un feu de voiture. Le ou les incendiaires viennent sans doute de commettre leur méfait. Un acte gratuit malheureusement prévisible, après déjà 2 nuits de violences urbaines. À croire qu'ils ont fait un concours à celui qui volera le plus de véhicules. Donc on joue un peu au chat et à la souris avec des individus qui mettent le feu aux véhicules des particuliers. En plus, il y a beaucoup de monde. Les flammes menacent d'embraser les autres voitures et l'arbre qui surplombe le parking. Hélène et Stéphane vont devoir sécuriser l'arrivée des pompiers. Les voyous qui ont fait ça sont peut-être encore là pour les caillasser. Les policiers doivent aussi éviter que des badauds attirés par la Seine se blessent en s'approchant trop près du feu. Lorsque les pompiers arrivent quelques minutes plus tard, pas de caillassage. Hélène et Stéphane sont soulagés. Les soldats du feu peuvent opérer en toute sécurité. Les risques d'une explosion de la voiture sont minimes, car les véhicules modernes sont spécialement conçus pour l'éviter. Mais alors qu'elle paraît sous contrôle, la situation dérape brusquement. Mais c'est pas possible, quartier de merde! Putain, putain, je vais le tuer! Le premier qui j'attrape, je le tue! Putain, venez! Putain! Putain de moi, tu en as vieux, ce soir! Mais j'y crois pas! Cet homme hors de lui, c'est le propriétaire de la voiture. Sa femme et son fils sont en pleurs. Le véhicule était neuf. Il devait partir en vacances une semaine plus tard. Putain, non, reste là!
Les policiers arrivés en renfort ont beaucoup de mal à le raisonner. J'en taperai un ou deux, j'en prends, mais j'en taperai un ou deux. Vous n'êtes même pas sûr d'avoir celui qui vous a fait ça. Donc il faut... Vous avez... Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Qui t'a parlé toi là-bas? Ça sert absolument à rien. L'homme est persuadé que le coupable est peut-être encore dans le groupe qui regarde la scène. Il veut absolument se venger et décide de contourner le barrage de police. Fou de colère, il risque de commettre un acte irréparable. Hélène et Stéphane sortent alors leur chien pour disperser l'attroupement avant son arrivée. Vous reculez, monsieur. Effet de meute. On commence à être beaucoup trop nombreux. Et généralement, c'est très dissuasif. La preuve, hein, on a fait place nette. La personne là, qui était propriétaire du véhicule qui s'est un petit peu emportée, on va dire, et ça peut se comprendre. Ça évite qu'elle se retrouve face à peut-être une centaine de personnes rapidement. On a refait place nette. L'effet dissuasif des chiens fonctionne parfaitement. Quand l'homme surgit, la foule est déjà dispersée. Je sais, je vais faire une aussi. Si le chien aboie sur tout ce qui bouge, même sur les autres policiers, c'est parce qu'il ne distingue pas les couleurs. Edek ne fait donc aucune différence. Et il faut que le chien puisse réagir quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit un policier ou pas, il faut si on l'envoie à l'attaque, il faut que d'initiative il aille dessus. Donc ils ne sont pas du tout entraînés. De toute façon, ce serait, je pense, je suis peut-être pas assez qualifié pour ça, mais assez difficile, on va dire, de leur faire reconnaître l'uniforme. Vers 1 h du matin, le quartier s'apaise enfin. Mais cette nuit-là, d'autres voitures brûleront encore. Un phénomène malheureusement récurrent dans tous les quartiers difficiles de France. Une nuit comme celle-là, des feux de véhicules, ça peut se compter. Je sais pas, on arrive vite à une petite dizaine quand même. Les feux de poubelle, on les compte plus. Ça va tellement vite à allumer que c'est quasiment tous les soirs. De retour au commissariat, le rituel est toujours le même. Les chiens sont récompensés de leurs efforts par un bon bol de croquettes. Ça mange plus un chien policier? Non, mais pas la même nourriture. C'est beaucoup plus riche, ils font beaucoup plus d'exercices que les chiens qu'on peut avoir à la maison. Et on leur demande quand même physiquement, on leur demande même si on a l'impression qu'ils bougent pas parce qu'ils sont dans le coffre, ils sont super tendus. Donc ils ont quand même besoin de manger un petit peu plus riche que les autres. Après ça dépend des chiens, il y a des chiens gourmands, il y a des chiens qui prennent bien. Comme nous quoi. Allez gamin, bonne app. Le lendemain matin, nous retrouvons Hélène à l'entraînement. Premier exercice, la maîtrise d'un homme agressif en état d'ivresse. Le policier qui va tenir le rôle porte un casque, car la force du chien muselé pourrait l'assommer. Il tape une fois. Monsieur, police! Vous approchez, monsieur, pour un contrôle! Approchez pour un contrôle! Lâche ton arme! La scène s'inspire directement du vécu des policiers. L'homme va simuler un refus d'obtempérer. Hélène doit lâcher Edek. T'envoies les chiens! Dès qu'attaque! Attaque-moi ça, attaque! Oui, loulou, très bien! Muselé, le chien ne risque pas de mordre l'interpellé. Mais sa percussion est si puissante qu'elle le plaque au sol. Allez, relève-toi, je te le renvoie! Une fois stoppé net, l'individu est menotté sans problème par Stéphane. J'ai rien fait, il a pas à ça, j'ai rien fait. Allez, monsieur, on va aller au commissariat maintenant. Des exercices comme celui-ci, la canine en fait au moins un par semaine. L'objectif, confronter les chiens à des situations toujours différentes et s'assurer qu'ils obéiront à leur maître au doigt et à l'œil en toutes circonstances. Et curieusement, à la fin de chaque entraînement, le méchant doit toujours s'enfuir. C'est pour toujours frustrer les chiens, pour qu'ils aient toujours envie d'aller à l'attaque en fait. Hein. Donc on essaye toujours de rester sur une frustration qui permet aux chiens d'être toujours en aguet
et de pouvoir après enchaîner les entraînements et puis que le chien soit toujours en alerte en fait. Autre exercice encore plus impressionnant, l'attaque à main armée. Cette fois, Edek ne sera pas muselé. Le méchant doit donc enfiler une grosse tenue de protection. Sans ça, ça fait mal. Sans ça, ça fait mal et ça fait des grosses morsures. Ça fait des impacts comme ça, même avec le costume. Effectivement, avec plus de 100 kg de pression par centimètre carré, la mâchoire d'un berger allemand est l'une des plus puissantes au monde. C'est pour ça que les chiens policiers restent presque toujours muselés. Et quand est-ce que vous décidez que vous pouvez démuseler le chien? Ça dépend du cadre légal. Ce sera uniquement sur de la légitime défense, sur un individu armé. C'est, on va dire, une bonne alternative à l'arme. Démonstration quelques instants plus tard, une fois encore, c'est le refus d'obtempérer qui déclenche l'attaque. Allez, tu sors! Allez, tu sors, descends! Allez, gamin! Allez! C'est bien, loulou, allez! Sans protection, l'homme au pistolet aurait eu le bras complètement broyé. C'est une sensation où on ne peut plus bouger en fait. On peut plus bouger, donc j'imagine, en me mettant à la place d'un civil, si j'ai pas le costume, j'ai les larmes qui coulent. Parce que ça fait super mal. Même avec un costume, des fois ça fait mal, donc sans le costume, ça doit être horrible. Mais dans la canine, il n'y a pas que des chiens d'attaque. L'autre mission de cette brigade, c'est la recherche de drogue. Olivier est maître chien dans l'unité Stup, autrement dit, il est spécialisé dans la détection de produits stupéfiants. Aujourd'hui, il doit se rendre à Colmar. Avec l'aide de Dora, sa chienne, il va procéder à une perquisition chez un fleuriste. C'est la responsable du magasin qui a appelé la police. Elle soupçonne son employé, la jeune fille au tablier, de consommer de la cocaïne sur son lieu de travail. Assis. Non, pas encore. Dora, assis. Voilà. Tu es prête? On cherche. L'odorat d'un chien est 35 fois plus développé que celui d'un homme. S'il y a des traces de cocaïne dans le magasin, Dora les trouvera. Je lui laisse de l'initiative sur certaines recherches. Et à certains endroits, doucement. Et à certains endroits, je lui indique. Non, non. Direction maintenant la chambre froide du magasin. A priori, pas un problème pour Dora. Seules les fortes chaleurs rendent parfois certaines drogues plus difficiles à déceler. En fonction des produits, notamment la résine, une forte chaleur va énormément développer l'amplitude des molécules et faire que la pièce sera remplie d'odeurs de résine. Quand il fait froid, ça restera plus confiné. Plus confiné, donc plus facile à repérer malgré l'odeur omniprésente des fleurs. Mais Dora ne trouve toujours rien. C'est bon. Rien à ce niveau-là. Voilà, c'est bien, on sort. Très bien, ma doudou. Olivier termine par les casiers des employés. Si l'un d'entre eux a contenu de la cocaïne, Dora devrait le marquer. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle trouve quelque chose? Elle va commencer à gratter ou mordre. Oh, ben non, 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 non. Là, elle s'intéresse déjà au placard. Ici. Manifestement, Dora a repéré une trace dans ce casier. Mais la chienne n'insiste pas, ce qui signifie que la drogue n'est plus là. C'est bien. Bon, un petit intérêt, mais bon, c'est tellement exigu que ça doit... Pas de drogue, pas de preuve. Même si la fleuriste ne s'est pas trompée, Olivier et ses collègues ne peuvent rien faire. L'affaire en restera donc là, mais ça, ce n'est pas de la faute de Dora. C'est très bien, ma fille. C'est très bien. On peut quand même la récompenser avec des caresses en lui disant qu'elle a bien travaillé. C'est bien, c'est une bonne fille, ça. Elle a bien travaillé. C'est important, ça. C'est très important pour le contact. Et donc là, on va les mettre assis. Dora, Dora, assis. Voilà, c'est bien. Il faut environ 3 mois pour former un chien stup comme Dora. Et la clé de cette formation, c'est un petit bout de tissu appelé poupée.
Donc si elle avait trouvé du produit, j'aurais sorti cette poupée. Pour les chiens, la recherche de drogue est avant tout un jeu. Au départ, cette poupée était imprégnée d'odeurs de stupéfiants. La chienne a donc appris à repérer ces odeurs en cherchant son jouet. L'an dernier, les stupes de la brigade canine ont procédé à près de 150 perquisitions dans tout le département. Retour à Mulhouse avec la police municipale. Cécile et ses coéquipiers viennent eux aussi d'être appelés par un commerçant. Mais cette fois, pas de problème de drogue. C'est un client qui a fait un esclandre qui est à l'origine de l'appel. Ce monsieur a fait du scandale simplement. Il a dit aux gens qu'on n'était pas sérieux, ça je ne peux pas admettre. Moi, si je m'adresse à vous-même, que je sois indifférent, j'ai pas à vous manquer de respect. Je n'ai manqué de respect à personne, vous pouvez leur demander. J'ai levé le ton, en désaccord. L'homme au t-shirt blanc, c'est le client. Apparemment, il exige des billets de voyage que cet agent refuse de lui donner sans paiement complémentaire. En fait, ce que vous voulez pas, c'est verser encore en 63 €. Non, quand j'arrive ici, qu'on me l'annonce, je viens chercher les billets. La scène est typique des missions de la police municipale. Peu importe qui a tort, l'objectif est avant tout de préserver le calme dans la ville. Ça se passe bien demain. Allez, bonne journée. Bonne journée. C'est vrai, quand on peut les laisser parler et puis que ça s'arrange tout seul, c'est bien. Notre présence suffit souvent à apaiser la situation. Et puis, quand il faut parler, essayer de trouver une solution, sans montrer qu'on prend parti, parce qu'on n'a pas à prendre parti. C'est pas toujours évident, mais des fois on y arrive aussi. Le VTT permet de se déplacer rapidement dans les rues de l'agglomération. Mais les vélos sont aussi beaucoup plus discrets qu'une voiture. Ce véhicule à droite de Cécile, par exemple, n'a pas remarqué la présence de la patrouille à ses côtés. Et il va franchir une ligne blanche sous les yeux de Cécile. Bonjour monsieur, police municipale de Mulhouse. Présentez permis de conduire, carte grise du véhicule s'il vous plaît monsieur. Merci monsieur. La manœuvre que vous venez d'effectuer est interdite. Vous avez un panneau d'interdiction de tourner à gauche et une ligne blanche au sol. Oui. Vous connaissez la ville? Non, je connais pas. Non. Enfin, je connais pas bien. Vous venez du 38? Oui. Voilà. Là-bas, il y a des lignes blanches aussi et des panneaux aussi. Oui, non mais... Bon, c'est un touriste apparemment qui est de passage sur la commune, qui est un petit peu perdu, qui cherchait son chemin, donc il vient de commettre une infraction. Pour information, monsieur, c'est 135 € et 3 points en moins sur le permis de conduire. Rappel à la loi aujourd'hui et soyez attentifs et vigilants. Merci beaucoup. De rien. Voilà monsieur, vous pouvez ranger les papiers et je vous remets dans la circulation. 135 € d'amende et 3 points d'économiser. Ce monsieur a eu beaucoup de chance. Systématiquement, on est confronté à ce genre de choses. Là, je pense que les gens étaient un petit peu perdus, donc un simple rappel à la loi, la plupart du temps, ça suffit. Mais dans la police, les rapports avec les riverains ne sont pas toujours aussi courtois, loin de là. Illustration avec Luc, que nous retrouvons en plein contrôle de véhicules dans l'un des quartiers sensibles de la ville. On vient vous voir, vous avez un feu stop côté passager qui ne marche pas. Donc pensez à le changer. Apparemment tout se passe bien, mais l'attention du collègue de Luc est subitement attirée par un groupe de jeunes qui se trouvent dans leur dos. Très bien monsieur. Ok, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Depuis les émeutes, la tension reste vive et ces jeunes les provoquent délibérément. Luc et ses collègues savent que la situation pourrait rapidement s'envenimer. Ils préfèrent quitter les lieux sous les insultes. Ça va caillasser. Luc a vu juste, un jeune vient de ramasser un projectile. C'est bon collègue, on rembarque. Ça respire pas l'intelligence, c'est pas la peine. La porte à peine fermée, 2 pierres frappent la voiture. On en a pris 2. Heureusement, les pierres sont tombées sous les vitres. Luc et ses collègues s'en tireront avec de simples coups dans la carrosserie. On a pris un arrachement de la peinture. C'est pas bien méchant. On n'est pas aimé. On n'est pas aimé, c'est un conflit de toute façon de génération, les jeunes contre la police. Et dès qu'ils nous voient, on les dérange. Ce caillassage en dit long sur les rapports conflictuels que la police entretient avec certains habitants. À qui la faute? Impossible de le savoir.
D'ailleurs, quelques minutes plus tard, la patrouille se retrouve confrontée à une situation où les rôles sont inversés. Cette fois, ce sont les policiers qui sont accusés d'avoir provoqué cet individu lors de la demande d'enlèvement d'un véhicule par la fourrière. Votre collègue, il m'a offensé, monsieur. Il m'a agressé physiquement devant votre collègue. Mais ouais, il vient de me faire quoi, là? Il vient de me faire quoi? Il m'a pas collé contre le volet. Vas-y avec ta caméra là, filme ailleurs là, vas-y, filme ailleurs avec ta caméra là. Ah mais ils veulent quoi ceux-là ici là? Vous voulez que ça part en couille ou quoi? Pourquoi tu viens que tu m'agresses toi? Pourquoi tu viens que tu m'agresses? T'as bu? T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Comment ça? Ça vient, ça agresse, après ça parle monsieur, ça parle gentiment. Il est bizarre votre collègue. Il est bizarre votre collègue. Moi je suis là-bas avec lui. Arrivé trop tard, nous ne saurons jamais ce qu'il s'est vraiment passé. Mais la violence de l'altercation est révélatrice. Il suffit parfois d'un rien pour que tout explose. Je t'ai insulté. Je t'ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Parce qu'avant, comme vous n'étiez pas là, il faisait le cow-boy. Mais là, il fait le canard. Une fois que tu m'as agressé, tu faisais le canard. Mais avant ça, t'es venu en mode cow-boy. Vous avez mon numéro de matricule, non? Moi, je vous ai répondu. Vous voyez, c'est marqué. Bref, ça va pas passer et ça, c'est pas passé. C'est resté ici, ça restera ici. D'accord? Une dent. Vous savez, c'est quoi une dent contre quelqu'un? J'ai une dent contre vous, monsieur. Actuellement, j'ai une dent contre vous. Pas de souci. Le dernier qui m'a dit ça, la voiture a flambé derrière chez moi. À partir du moment où la voiture a flambé, avec mon épouse, on a voulu chercher à avoir un coin de tranquillité et on s'est éloigné de Mulhouse. Parce que vivre dans la ville où on travaille, en tant que policier, c'est très compliqué. C'est donc à l'occasion de la demande d'enlèvement de ce véhicule que tout a commencé. Et la personne en colère n'était même pas le propriétaire de la voiture. Pendant que la municipale continue ses patrouilles, Police Secours est appelée pour un vol dans un grand magasin de sport de la banlieue de Mulhouse. C'est Aurélien qui est le plus proche. Il se rend immédiatement sur place. Monsieur a traversé une caisse. Cet homme a tenté de voler pour 80 € de vêtements de marque. Théoriquement, les policiers ne se déplacent pas pour une si petite somme. S'ils sont là, c'est parce que le directeur du magasin a décidé de porter plainte à cause de cette boîte en carton recouverte de papier alu. C'est dégradé ou pas? Non, c'est pas dégradé. D'accord. C'est pas dégradé, les antivols sont encore dessus, les ça peut étiquettes être mis en vente. Ça peut être mis en vente. On est d'accord. Les vêtements sont intacts car la boîte entourée de film en alu, appelée cage de Faraday, permet de passer les portiques sans retirer les alarmes clipsées sur les produits. Donc en fait, les individus mettent simplement l'article dans la cage de Faraday, comme ceci, le plan dans leur sac et traversent le portique. Et ça ne sonne pas. Et ça ne sonne pas. Ça marche à tous les coups. Il y a toujours un risque. Il y a peut-être toujours un risque, mais la plainte de ce directeur prouve que cette méthode est efficace. Ce voleur n'a pas eu de chance, mais dans ce magasin, ces vols représentent des dizaines de milliers d'euros par an. C'est pas le type de vol à l'étalage le plus courant, puisque là on est sur quelque chose qui était largement prémédité et qui était plutôt bien organisé. C'est pas toujours aussi bien organisé et prévu à l'avance. Circonstance aggravante, le voleur avait sur lui largement de quoi payer ses articles. J'espère que tu as un motif pour expliquer la présence d'autant d'argent dans ton sac. Là, c'est pour payer mon permis. Ok. C'est pour payer votre auto-école? Il y a combien là? Si l'officier judiciaire du téléphone et tout ça en lui demandant... Dès l'instant où tu peux expliquer pourquoi tu as une somme d'argent comme ça sur toi. Parce que je suis en train de faire les conduites de... Donc dans ces cas-là, pourquoi voler des affaires alors qu'il y a de quoi le payer, quoi? Ça, je sais pas... La bêtise? Voilà. On réfléchit pas. Alors pour information, le vol est un délit, oui, puni d'une peine d'emprisonnement de 3 ans, d'accord? C'est ce qu'il faut savoir. Et oui, il faut réfléchir. Et comme la plainte est officielle, c'est au poste que le jeune homme va réfléchir. Aurélien et Benoît vont en profiter pour jeter un œil sur son casier judiciaire. Et les policiers ne vont pas tarder à découvrir que le jeune homme est en fait multirécidiviste.
quand même un peu connu de chez nous. Alors, violation de domicile, vol simple, dégradation de biens privés. Ça te rafraîchit la mémoire ou pas? Non, mais ça c'est déjà fait. Ah oui, non, c'est déjà fait. Je te demande si vous êtes connu au départ. L'interrogatoire se poursuit en attendant de savoir si l'officier de police judiciaire placera ou non l'individu en garde à vue à cause de ses antécédents. C'est la crèche. Et puisque l'OPJ est déjà débordé, Aurélien doit aussi surveiller ses 3 enfants soupçonnés de vol de vélo. Visiblement, ce passage au commissariat les amuse beaucoup. Eh, il y en a qui essayent de bosser, on se tait. Reçu? Ils ont à peine 13 ans, mais cette boîte posée sur le bureau n'a déjà plus aucun secret pour eux. Donc ça va, à quoi ça sert, hein? Bah oui, ça sert à voler. Tu mets ça dans un sac, à Paris, on et apprend après tout, tu hein. mets ce que tu veux, et ça sonne pas. T'as essayé? Non. Mais je sais, t'inquiète pas. Mais dis la vérité. Très fiers d'avoir pu exposer toute l'étendue de leur savoir, les 3 enfants ressortent ensuite pour être auditionnés. Allez, coupe Shalom. Pendant ce temps, le voleur de grande surface, lui, est descendu au sous-sol, où Benoît doit maintenant lui créer sa fiche signalétique. Taille, photos, empreintes et même cicatrices, tout est soigneusement consigné. Objectif de ce signalement, pouvoir reconnaître à coup sûr l'individu s'il venait à commettre un autre délit. Finalement, le jeune voleur repartira libre. Convoqué 1 mois plus tard, il écopera d'une simple amende. Malheureusement, c'est pas le seul qui repart assez vite, quoi. Donc là, limite, nous, on n'aura pas fini la procédure, que monsieur il sera quasiment dehors, quoi. Donc c'est déjà arrivé qu'on interpelle quelqu'un en début de service, il est relâché, puis on le retrouve en fin de service. Il faut à nouveau l'interpeller pour autre chose, quoi. C'est vrai que c'est un peu rageant, quoi. Mais bon. Alors qu'un voleur quitte le commissariat, un autre est en cavale. Remonte-moi la photo du mec. L'homme sur l'avis de recherche que tient Gilles a dérobé du matériel à la police quelques jours plus tôt. L'affaire est sensible. La BAC est chargée de retrouver rapidement le voleur. Les policiers observent plusieurs groupes de jeunes au ralenti, lorsque tout à coup... Arrêtez de nous filmer un peu là. Pourquoi? Pour vous crève les pneus de la moto? Pour vous la rentriez ou quoi? Alors que les policiers allaient passer leur chemin, les jeunes se servent de la présence de notre caméra pour les défier. Ça ira aussi bien, non? D'accord. On va aller déposer plainte. Faut se renseigner au niveau des lois, c'est mieux. Arrête ta gueule. Je ferme ma gueule, moi. Je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Recule. Recule. Provoquer des policiers à moins de 2 mètres d'eux, la BAC ne pouvait pas laisser passer ça. Recule. Non, rien, mec, rien, t'en mêle pas. Non, mais vous en êtes là. Mets ta main derrière. C'est bon, je le mets derrière, mais t'en mêle pas. Allez-y, mollo, allez-y. T'en mêle pas, mec, laisse. Rien, rien. C'est bon. Arrêtez de filmer. Non, rien. Pas pour filmer comme ça. Ah, mec, rien. T'en mêle pas, mec. Allez, baisse la tête. Tu passes tes jambes. Ne parle pas de respect quand toi t'en as pas pour moi, d'accord? Hein? C'est fini maintenant, on se détend, hein. D'accord? Ouais, bah je suis détendu de toute façon. Bon, et tu m'insultes. Tu vois, c'était pas mon but de t'insulter. Apparemment, si. L'homme va continuer de protester jusqu'à son audition. Il jette par terre comme si on avait tué quelqu'un, on a volé quelqu'un. Je savais pas, moi, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé quelque chose ou quoi? On a fait quelque chose, on a fait un délit, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, bah ouais, bien sûr. C'est pas le but de faire mal ou pas, c'est le fait de traiter les gens normalement, comme des gens normaux, Tu vois, c'est ça le but, c'est de traiter les gens comme des gens normaux. Je ne parle pas d'attitude normale quand on va vers moi. L'outrage à agent est un délit. Cet homme encourt 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Franchement, vous me sauvez. Eh mais j'aurais fait quelque chose de grave, j'aurais compris, mais là... Monsieur, c'est grave ce que vous avez fait. Pourquoi c'est grave? C'est que je suis pas d'accord avec ce qu'il parle, le monsieur. Il s'arrête pas pour discuter. Dans les faits, l'outrage est très rarement relevé par les policiers. Mais cette fois,
La provocation était trop manifeste pour passer l'éponge. L'outrage, je le reconnais, je lui ai dit ferme ta gueule, je lui ai dit c'est ça. Ça sera consigné noir sur blanc sur un PDF, vous le signerez. Et après... Si je le lis, après je le signe, c'est tout, et barre le temps, il n'y a pas de problème. Il faut montrer aussi que quand il dépasse un peu les bornes, on descend, et puis voilà, s'il faut interpeller, on interpelle. Il doit être 5 et 10 ou 15, voilà. Pas non plus qu'on se laisse marcher sur les pieds. Donc, Mais pour les nécessités de l'enquête, je vous place en garde à vue, d'accord? Ouais, l'enquête, on dirait que, ouais, franchement, n'importe quoi. Enfin, l'enquête, quelle enquête? C'est bon, il vient, je lui dis, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'enquêter sur ça. Hein. Monsieur, c'est pas vous qui décidez? Bah oui, mais justement, je dis, il n'y a pas besoin d'enquêter. Les toilettes sont au fond. En attendant d'être condamné pour son outrage, cet homme va passer plusieurs heures en cellule. Dans un instant, vous vivrez une nuit de patrouille aux côtés de la BAC de Mulhouse, entre protection rapprochée des pompiers en intervention. C'est bon, derrière, il n'y a personne. Vous pouvez y aller. Hein. Et tentative d'interpellation d'un cambrioleur pris sur le fait. Vous verrez aussi que l'assistance aux victimes fait également partie des missions quotidiennes de la police. T'as mal quelque part? À la nuque, d'accord. Bah reste comme ça, hein, bouge pas. Les pompiers vont arriver. Le soir tombe sur Mulhouse. On vient de signaler un début d'incendie dans le quartier de Bourtzwiller. C'est là que les émeutes ont éclaté. Par précaution, la BAC intervient pour bloquer les pompiers quelques centaines de mètres avant la cité. Ce qu'on fait, c'est que maintenant, on se donne un point de rendez-vous avec les pompiers. On se rassemble ici et après, on va tous ensemble sur le quartier. Plutôt que de laisser les pompiers y aller seuls et puis de se ramasser des caillasses ou de tomber dans un traquenard. Donc on va leur dire et puis on va y aller ensemble. On va y aller en précurseur si vous voulez ou comme vous voulez. Par contre, ouais. Juste éteindre parce qu'apparemment tout à l'heure ils ont caillassé parce qu'il y avait les gyros. Ouais. Les pompiers souhaitent évidemment intervenir le plus vite possible. Mais Gilles doit d'abord s'assurer que la voie est libre. Ok, ouais. Ouais, ça roule. Bon, on y va au premier alors. Ah, c'est là-dedans, dans les étages. En fait, l'incendie se trouve dans cet immeuble désaffecté en attente de destruction. Peu de risque de propagation donc, mais le site est un terrain idéal pour un traquenard. C'est de l'autre côté. Gilles ne veut donc prendre aucun risque. Il ne donnera pas le feu vert au capitaine des pompiers tant qu'il ne sera pas certain qu'ils ne sont pas attendus. Tu peux juste faire le tour, aller à l'arrière, tu sais, le long du foyer là, à gauche du foyer. Ouais, là, ça donne là-bas, juste que des fois qu'ils viennent par là-bas. Ouais, ça crame à l'intérieur. Tout au bout, c'est pour ça. Si tu peux faire le tour, rafiler de l'autre côté déjà. Tu peux demander à ton gars si c'est bon devant? C'est bon, derrière, il n'y a personne. Vous pouvez y aller. Hein. Apparemment, il y a plusieurs niveaux qui crament. Peut-être plusieurs niveaux qui crament. La BAC a rempli sa mission. Les pompiers peuvent intervenir en toute sécurité. Heureusement, le feu, probablement allumé par des squatteurs, n'est pas très important. Mais ici, ce genre d'intervention est assez fréquent. Donc là, il y a des détritus en feu, avec pas mal de fumée qui s'est propagée dans l'ensemble du bâtiment puisqu'il n'y a plus aucune porte. Donc on est en train de traiter le feu et après on va aller dans les étages pour tout ventiler et s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres foyers. Police plus pompiers, ce feu de poubelle aura tout de même mobilisé une quinzaine de personnes pendant une bonne heure. Mais pour Gilles et ses collègues, la nuit ne fait que commencer. Viens, on va voir, ils sont appelés pour peut-être un cambriolage, je sais pas. Gilles part aussitôt rejoindre son équipe au pas de course. Et dans la voiture, les premières informations tombent. Là, il y a une alarme dans une maison individuelle au Réberg, donc c'est le quartier chic de Mulhouse. Et le propriétaire de la maison où la vidéosurveillance voit de la lumière des lampes torches dans la maison. Autrement dit, le vol se confirme. Et il est peut-être encore temps d'intercepter le cambrioleur en flagrant délit. Il y a infraction? Je sais pas, j'ai pas entendu. On est sur place. Confirmé, il y a eu effraction, mais il n'y a plus personne, c'est ça? Allez, donc je confirme, c'était le message de BAC Bravo. Hein, effraction au niveau d'une fenêtre, une fenêtre brisée, l'alarme déclenchée, mais apparemment plus personne à l'intérieur. Ouais, le pété. Il y a un apport pété, apparemment il y a un sac là-bas.
Le cambrioleur a réussi à fuir juste avant l'arrivée de la police, mais dans la précipitation, il a fait tomber son butin. C'est un signe, il n'est peut-être pas encore trop tard pour le retrouver. Il a dû passer là et puis lâcher le sac qu'il a pris à l'intérieur. Donc il est peut-être encore dans le coin parce que bon, c'est que des quartiers résidentiels, donc ici il est peut-être à pied. On va voir. La recherche commence. Les policiers parcourent rapidement toutes les rues du quartier, en vain. On court dans tous les sens, on chope rien, ça me saoule. Soudain, peut-être une piste. Gilles a remarqué ce portail entrouvert, tout près du lieu de l'effraction. Mais dans le jardin, personne. Les policiers repartiront bredouille. Ça joue pas à grand-chose. Hein. Je veux dire, c'est 3-4 minutes, mais ça suffit hein, pour qu'il soit déjà loin. Ça va super vite. Il faut vraiment être à proximité quand l'appel tombe. Là, c'était pas le cas, donc voilà. On a un peu de retard et c'est le retard-là qui nous fait les louper. Contrairement aux idées reçues, la BAC n'intervient pas que sur des opérations musclées. Bien sûr, ces hommes apprécient l'adrénaline. Mais leur quotidien est aussi fait de missions beaucoup plus modestes. Donc là, on va sur un vol de vélo. Donc, ils sont montés sur le balcon du monsieur. Ils ont descendu le vélo, certainement pour faire les andouilles dans la rue. Maintenant, ils doivent être peut-être encore dans le quartier, on va aller voir. L'équipe n'a que 2 indices. Premièrement, le vélo est de couleur verte avec un porte-bagages à l'arrière. Ensuite, selon le propriétaire, le vol impliquerait au moins 5 individus. Oui, c'est pour un SVV, un véhicule immatriculé en Suisse. Continue. Gilles a identifié le vélo. Il est posé devant un commerce dans lequel se trouvent probablement les voleurs. Mais la BAC poursuit son chemin. Elle veut éviter de se faire repérer. Pas foncer dans la friterie, on a rien. Il n'y a pas un passage là à gauche? L'équipe s'arrête un peu plus loin et se poste aux aguets, à quelques mètres de la friterie. La seule devanture qui est éclairée là, c'est la friterie. Les minutes passent. Le PC n'a pas besoin de la BAC pour une autre affaire plus urgente. Gilles peut donc se permettre d'attendre. Ouais, il y en avait un tout en bleu. Ouais, un grand, une vingtaine d'années. Ouais, j'ai vu aussi en passant. On va bien voir. Donc apparemment c'est le bon vélo, on va attendre. Voir si quelqu'un le reprend pour l'interpeller. Soudain, les jeunes sortent de la friterie. Gilles se rapproche. Si l'un d'eux prend la bicyclette, il faudra faire très vite. Mais si ces individus sont bien les voleurs, ils ont dû deviner la manœuvre. Aucun d'entre eux ne touche le vélo. Tu sors d'où, toi? Chez mon oncle. Ouais, t'allais faire quoi? Je comptais rentrer chez moi, j'ai pas le cigare. Et j'ai vu mes copains, j'ai mangé avec eux vite fait, je comptais partir. T'as l'identité aussi? Ouais. Là, je vais le taper. Pas de flagrant délit, l'affaire se solde par un simple contrôle. Pourtant, il n'y a plus personne dans la friterie. C'est donc forcément l'un de ces jeunes qui est venu avec le vélo. De toute façon, il n'y a personne le vélo devant là. Quel vélo? Ce jeune se moque ouvertement de Gilles, mais il ne peut rien faire. C'est lequel? C'est celui-là? Oh, ben, le problème, c'est qu'ils ont dû nous voir, donc ils n'allaient pas reprendre le vélo, ils partaient sans le vélo. Donc on va relever les identités, puis je pense que ça va s'arrêter là. On va récupérer le vélo, le rendre à son propriétaire. C'est Aurélien qui se charge finalement de rapporter le vélo à son propriétaire. C'est ici, sur ce balcon du premier étage, qu'il a été dérobé. Mais en demandant à la victime du vol de venir récupérer son bien, les policiers vont provoquer un beau quiproquo. C'est bien celui-là, oui. Et vous pouvez les reconnaître ou pas du tout? Non, ils étaient à 5-6. Ouais. Par contre, vous pouvez prendre des empreintes là sur la rambarde, parce que quand ils sont montés, vous avez laissé les mains dessus. Entrez. Et les slips de la bonne femme, vous les avez balancés jusqu'à l'arrêt de bus. Maintenant, vous montez avec nous. Non, mais moi, lui, je c'est pas mon rigoler collègue. sans temps. Lui, c'est mon collègue. Ah,
Ah, excusez-moi. Ah, vous m'engueuliez? Non, mais je croyais que c'était vous qui l'avez interpellé. Ah, d'accord. Ah, non. Le propriétaire a pris Aurélien pour l'un des voleurs. Même pas reconnaître un vestimentaire? Non, pas du tout, mais ça allait tellement vite. Ouais. Par contre, il y a des empreintes sur la rambarde, parce que quand ils ont grimpé dessus, ils ont laissé les pattes. Et aussi bien la descente. C'est bon, il rentre? Il attrape le chat. On laisse dehors votre chat? Fin de l'histoire. Faute de signalement, l'enquête sur le vol de vélo s'arrêtera là. Ah voilà, le problème. Pas de témoins, personne sur le vélo, donc voilà quoi. On rend le vélo, les gens sont contents. Et les empreintes. Bon, les empreintes là, vu qu'il n'y a pas d'enquête, ça sert à rien de les prendre. Donc bon. Je pense que ce qu'on a contrôlé, c'était les bombes. Ouais. J'ai pris une plainte pour lui la semaine dernière, il a rossé 2 jeunes. Ouais. C'était les bons, mais bon, on n'a pas assez d'éléments pour les accrocher. C'était pas sur le vélo, ils étaient pas dessus. Donc voilà, ils vont pouvoir fanfaronner encore un peu. Le lendemain, nous retrouvons Luc et son équipe de roulement de la municipale. Ils viennent d'être appelés pour un AVP, un accident sur la voie publique, en plein centre-ville. D'accord, les enfants sont blessés? Ils sont par terre, ils sont par terre là, ils ont sorti du véhicule là, c'est pas bon ça. Et les SP ils sont en route? Ils ont sorti du véhicule et c'est pas bon là. L'état des 2 véhicules impliqués témoigne de la violence du choc. Il n'y a pas de blessés graves, mais 2 fillettes ont tout de même reçu un coup à la tête. T'as mal quelque part? T'as mal quelque part? À la nuque, d'accord. Bah reste comme ça, hein, bouge pas. Les pompiers vont arriver. Un peu plus tard, la municipale cède la place à police secours. C'est la règle en cas d'accident corporel. Puis c'est au tour des pompiers d'arriver. Tu penses que tu pourrais te lever? Très doucement. D'accord. Tiens à moi. Tu vois pas d'étoile? Tu vois pas d'étoile, t'as pas la tête qui tourne? Ça va? Ok, tu viens. Apparemment plus de peur que de mal. Par précaution, les petites filles sont tout de même emmenées à l'hôpital. Pendant l'intervention des pompiers, Luc a subitement disparu. Il est parti contrôler un automobiliste au comportement suspect. Ah, vous avez rien sur vous? Non, je suis juste allé chercher les kebabs en fait. En fait, dès qu'il a vu les gyrophares au bout de la rue, ce conducteur a brusquement fait demi-tour. Le jeune homme paraît mal à l'aise. Ça, c'est le permis de madame? Oui. Il prétend avoir oublié son permis chez sa petite amie qui habite juste à côté. Luc se méfie. Je vais vite voir, hein. Cet homme ment peut-être, il faut vérifier. Pendant ce temps, Séverine contrôle l'assurance de la voiture. Vous êtes tout en haut. Vous êtes madame? Oui, voilà. Il y a votre ami qui s'est garé là-bas avec la voiture. Vous pourriez redescendre avec son permis de conduire, s'il vous plaît? Parce qu'il dit qu'il l'a oublié chez vous. Pardon? Il n'a pas de permis. Ah bah oui, bah c'est bien ce qu'on savait. C'est quoi son prénom? Fabrice. Fabrice? Oui. D'accord. Bon bah je vous remercie madame. Hein. La jeune femme affirme que son petit ami s'appelle Fabrice. Or ce dernier a prétendu se prénommer Dany. Bon bah voilà, quand on lui demande de descendre avec le permis, bah, elle nous dit qu'il n'a pas le permis, elle nous donne un autre prénom. Bon monsieur, c'est pas bien de mentir. Pourquoi? C'est quoi votre prénom? Dernière chance, réfléchissez bien. C'est Dany, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le permis de conduire. Si, j'ai le permis, mais vérifiez. Non, il m'a dit que vous n'avez pas le permis. J'ai pas le permis, voilà. Voilà, c'est plus simple de le dire. Coincé, le jeune homme finit par avouer. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ouais, vous auriez dû garder les enfants. Voilà, ça aurait été plus simple. Donc là, bon, vous connaissez la... Non, vous n'allez pas faire ça, monsieur. Je mets le bracelet mardi en plus. Là. En plus? Pour quelle raison? C'est pas indiscret, de son alcool? Alcool, j'avais une bagarre, tout ça. Alcool, bagarre. Ouais. Okay. Donc rien à voir avec le permis? Il y a eu des petites... Non. Si, c'est à voir en fait. Une fois de plus, le jeune homme ment très mal. Il est déjà sous le coup d'une procédure judiciaire pour conduite en état d'ivresse. Et c'est pour ça qu'il a menti. Car en cas de récidive, il sait qu'il risque de la prison ferme. Il ne faut pas fermer les yeux sur une infraction comme ça. Apparemment, vous avez déjà été prévenu. C'est pas une ceinture, hein. C'est quand même plus grave. Hein.
Et le pire est à venir, car même s'il ne l'a pas encore avoué, c'est déjà la 3e fois qu'il est arrêté pour défaut de permis. Allez-y. Oh, j'ai pas besoin de ça. Si, monsieur, c'est obligatoire. Si, pour le transport, si. À son arrivée, l'officier de police judiciaire reconnaît immédiatement le jeune homme. C'est lui qui l'avait auditionné les 2 premières fois. Monsieur, ça fait 3 fois qu'on vous prend à conduire sans permis, là. Vous reconnaissez quand même. Ouais, j'en suis pas fier, hein, vous savez. Vous trouvez pas que vous poussez un peu le bouchon trop loin, là? Bon, je vais vous placer en garde à vue, hein. Ça vous expliquerait devant le magistrat, hein. Venez. Merci, vous. Enlevez votre casquette, s'il vous plaît. Merci. Vous savez qu'à faire l'endouble comme ça peut, le magistrat peut faire enlever le bracelet et vous envoyer la maison d'arrêt. Hein. Vous savez. Je suis pas fier. Vous êtes conscient, hein, quand même. Je vais aller en garde à vue. Hein? Oui, je vous place en garde à vue, oui, je vous l'ai dit. Hein. Donc. Vous avez avec les collègues, hein? On se verra tout à l'heure. Le jeune homme passera la nuit en garde à vue avant de comparaître devant un juge. 1 mois et demi plus tard, il écopera de 3 mois de prison ferme. À peine ressorti du commissariat, l'équipe doit intervenir sur un tapage nocturne, l'une des spécialités de la police municipale. Lorsqu'ils arrivent sur place, les policiers se retrouvent nez à nez avec quelques jeunes déjà bien alcoolisés. Le bruit est sûr. L'alcool, c'est fini, ça fait quelques temps déjà. Là, apparemment, c'est pas fini, puis là non plus. Hein. Ah, écoutez, voilà. Ça c'est vite. Voilà, ça en même temps, monsieur, il va bien là à l'intérieur parce que. Lui, il dort. Il a l'air fatigué. Bah oui, on va y aller dedans. Bah, allez-y. Et on va ressortir dès que vous partez. L'un des jeunes s'amuse à défier les policiers. Est-ce que vous voulez passer la nuit en dégrisement? Non, du tout. Bon, de toute façon, vous pouvez pas nous emmener tout de suite. Si, on peut. C'est toute la difficulté de ce type d'intervention. Luc et son équipe doivent faire respecter la loi sans répondre à ce genre de provocation. On fait pas chier le monde. Je dis pas ça pour si vous la faire chier le monde. terminez chez nous, c'est moins confortable. Je ne dis pas pour faire ça, pour faire chier le monde. Et ce n'est pas toujours simple, surtout en face d'une personne qui n'a manifestement plus tout son discernement. Soit, venez, on rentre vite, les gars. Vous ramassez les affaires, s'il vous plaît. Oh, tout le balcon là, c'est chez moi quand même, s'il vous plaît. Oh, vous allez pas encore me faire passer le balai, l'aspirateur et tout. Là, j'ai le droit de mettre. Qu'est-ce que je veux là? Faut arrêter un peu là. Salut. Le jeune homme est vexé, mais l'objectif est atteint. Les portes sont fermées, le tapage a cessé. Même si ce type de mission n'est évidemment pas très agréable à gérer, Luc sait que son intervention a rendu service à tout le voisinage. Et c'est justement ce qu'il aime dans son métier. C'est vraiment un travail très gratifiant parce qu'on n'a pas de chiffres à la clé, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de chiffres d'affaires ou de bilan, de compte de résultats effectués. On a juste la satisfaction d'essayer d'aider les gens qu'on voit tous les jours. Donner ce sentiment de sécurité à la population, c'est chouette. Chaque année, les équipes des polices municipales et nationales de Mulhouse effectuent plus de 10 000 interventions. Une fierté pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi de consacrer leur vie à la protection de leurs concitoyens. Parfois remerciés, souvent critiqués, ils ne renonceraient à cette mission pour rien au monde.